Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ceux qui soignent. Aujourd'hui, je suis avec Jennifer. Bonjour. Qui va nous parler de son parcours et de sa création. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Alors, je vais te laisser te présenter et voilà. Ok, alors moi c'est Jennifer, je suis doula de fin de vie, ça veut dire accompagnatrice de personnes en fin de vie et des personnes en deuil. Voilà, donc mon but c'est d'accompagner la personne jusqu'au prochain passage parce que la mort n'existe pas. Ce n'est qu'un passage, donc voilà. D'ailleurs, mon entreprise s'appelle La vie pour la vie. C'est très beau. Merci. Et dis-moi donc du coup, comment l'idée t'est venue en fait de mettre en place en fait cette création, ce projet? C'est venu petit à petit. D'accord. Dans ma vie personnelle, j'ai eu des choses. J'ai eu mon père qui est mort. J'utilise toujours le mot mort. On a toujours peur de l'utiliser, mais j'essaye de le mettre souvent. D'accord. Au lieu de dire décédé, parti, tout ça. Bon. Je le dis très souvent aussi, malheureusement c'est comme ça. Oui, c'est vrai. C'est dans la nature. Mais quand j'analyse le truc, je me reprends quand même, je dis le mot mort, parce que effectivement, il est pas parti, il est mort en fait. Oui, et c'est vrai, en plus, on vit et on meurt. C'est ça. C'est voilà. On est et on meurt. D'accord. Donc j'ai voulu accompagner mon père jusqu'à la mort. Quand je suis partie de l'hôpital pour faire garder ma fille et tout, enfin m'organiser et repartir à l'hôpital, en fait ils m'ont appelé et il était déjà mort, il était déjà parti. Donc du coup j'ai quand même été en fait, et puis j'ai tenu la main quand même à mon père. Et j'avoue que ça faisait un peu bizarre parce que du coup le corps réagit quand on meurt, il se raidit et tout, et quand j'avais ma main dans sa main, il commençait à se raidir, c'est comme si il me tenait, qu'il serrait ma main en fait, alors qu'il était plus là, il était mort. Donc c'était assez bizarre. Et avant j'étais auxiliaire de vie. Et en tant qu'auxiliaire de vie, je n'étais pas dans mon élément. D'accord. Je voulais m'occuper vraiment des personnes en fin de vie. Alors, j'étais obsédée par les personnes en fin de vie. Et j'avais l'impression de servir à rien en fait en tant qu'auxiliaire de vie. Enfin, je les aidais, mais c'était pas. Il te manquait un truc. C'est ça. Il y avait pas l'étincelle en fait. D'accord. Alors que, en m'occupant de personnes en fin de vie, j'ai l'étincelle, j'ai les yeux qui pétillent, ça peut paraître bizarre pour certains, mais non, ça n'est pas pour toi. Et puis je pense en fait que tu as trouvé finalement en fait ta voie, ta vocation. Tout à fait. Il y en a, ils sont heureux d'aller au travail et tout en tant qu'auxiliaire de vie. Moi, je suis heureuse de travailler avec les personnes en fin de vie et leur famille, parce que quand ils partent, forcément, il y a le deuil, quoi. Oui, le deuil. Là, je suis en reconversion professionnelle. Je vais faire un stage là très prochainement pour être conseiller funéraire. Après, je fais la formation pour être conseiller funéraire et du coup rester dans le domaine d'accompagnement des personnes en deuil, quoi. D'accord. Et quand tu accompagnes en fait, donc comment les gens viennent vers toi pour justement pour un accompagnement fin de vie? Ils peuvent venir vers moi via les cafés mortels. J'ai un café mortel que j'organise samedi. D'accord. Samedi et dimanche 28 juin. Ça va. Les thèmes, c'est un peu compliqué pour beaucoup. Ça va être la peur de la mort. On est en plein dedans. Je touche bien le truc. Et forcément, un truc qui est encore beaucoup tabou en France, c'est le suicide assisté et l'euthanasie. D'accord. Et justement, en France, les choses commencent enfin à évoluer, à bouger. Et ça va bientôt se mettre en place. D'accord. Et je prie pour que ça se fasse le plus vite, parce que quand je travaillais en tant qu'auxiliaire de vie, quand je voyais les personnes qui agonisaient, mais
enfin, ça me mettait hors de moi en fait. J'étais, je dis, mais on peut pas laisser les personnes comme ça, c'est pas possible en fait. Et souvent ils se retrouvent même seuls, hein. Oui, bah oui. Et Seuls, par rapport à leur douleur, par rapport au fait qu'ils veulent partir et que du coup, ils sont un peu incompris pour le coup. Et toi, du coup, toi, tu es là, t'arrives. C'est ça. Et tu les aides. C'est ça. Avant que je quitte ma boîte, enfin là où je travaillais avant, auxiliaire de vie, j'avais une personne. Bon, là, récemment, elle est partie, elle est morte, voilà. Elle est morte et tout. Et bien avant sa mort, en fait, une fois, je suis arrivée, c'était le matin, elle dormait. D'ailleurs, j'ai vérifié qu'elle dormait vraiment et pas qu'elle était décédée. Et je lui ai posé ma main sur sa main et d'un seul coup s'est réveillée. Elle dit waouh, comment ça fait trop du bien votre main sur. C'est beau. Et j'avais la patate. Ouais, bah ouais. Là c'était bah ouais, voilà. En fait, c'est vrai, c'est vraiment mon truc en fait. J'ai trouvé. C'est dingue parce qu'en fait, tu les aides vraiment d'une manière très humaine. Très humaine, et qu'on oublie parfois en fait de l'être dans ce moment-là, parce qu'on pense que automatiquement quand une fin de vie est présente, on se dit bon, alors pas tout le monde hein, bien sûr, hein, mais on peut penser que après tout, est-ce qu'elle va savoir que je suis là, est-ce qu'elle va savoir, est-ce qu'elle va ressentir, est-ce qu'elle a besoin de moi finalement, et ce que tu racontes et ce que tu vis en fait au final à travers ton projet et ta façon en fait d'accompagner ces personnes-là, c'est les gens, enfin nous en fait nous accompagner finalement, tu les aides vraiment à traverser tout ça avec ton humanité et sans jugement. Et sans jugement. Ouais. Parce que les personnes ont très souvent peur du jugement. Moi, en tant que doula de fin de vie, il n'y a aucun jugement, aucune religion qui compte et tout. Elle peut croire en Dieu, elle peut croire à Allah, elle peut croire à... je connais pas tous les deux. Peu importe les croyances. Voilà. Elle peut croire à la vie après la vie après la mort, ou ne pas la croire du tout. Je respecte totalement. Et dans tous les cas, je serai là pour l'accompagner, quoi. D'accord. Je vais pas l'imposer un choix en fait, hein, lui dire mais si la vie après la mort ça existe et tout. Non, si tu crois pas, tu crois pas. Tu crois, tu crois pas, tu crois pas. Et toi, est-ce que du coup tu as cette peur? Parce que parfois en fait on fait en fait tu travailles donc du coup pour accompagner des personnes en fin de vie. Est-ce que toi la mort te fait peur? Pas du tout. Pas du tout. Non. Du coup c'est plus simple pour toi en fait de pouvoir accompagner. C'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai vécu une expérience un peu extraordinaire, un espèce de voyage astral. Intéressant. Dans une suite à un soin énergétique, en fait, la personne a dû me faire partir de mon corps pour travailler. Il y avait du taf. Donc, du coup, moi, je suis partie, j'ai fait un gros dodo, comme on dit. Elle m'a bien endormie, et puis, hop, je suis partie et tout, et la seule chose que mon âme a décidé de faire, hein, parce que quand on part et tout, on peut aller n'importe où. Ben moi, n'importe où, c'était en haut. Je voulais voir ce qui se passait. Et j'ai vu effectivement cette lumière et tout, éblouissante, qui en fait j'avais même pas mal aux yeux, hein, pourtant c'était un truc et d'ailleurs j'ai vu mon frère qui est décédé, qui est mort en 2017, et du coup comme pour la plupart des personnes qui l'ont vécu, ça fait très bizarre de retourner sur Terre. Bah oui, je pense. Mais après j'avais la patate en fait, hein, et puis voilà. En fait, j'avais même pas peur, en fait, hein. Je suis partie comme ça, hop, et tout. J'avais pas mal, j'avais rien du tout. Je suis partie, zen. Eh ben, quelle histoire! Par contre, je me rappelle très bien de l'atterrissage. C'était un peu moins drôle. Ouais, c'était lourd, en fait. On retournait, c'était lourd. Ouais, j'étais légère et tout, et puis quand on retourne dans le corps, c'est lourd, quoi. Hein. Notre corps, c'est un véhicule. C'est juste ça, en fait.
quelque part, c'est ça. Véhicule lourd, mais c'est ça. Qui peut être très lourd. qui peut être très lourd. Mais du coup, en fait, donc quand donc toi, tu as pas peur de la mort? Non. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens, moi je sais pourquoi je pense avoir peur. Alors j'ai conscience qu'on va tous mourir, que voilà, mais entre la conscience et de l'accepter, c'est pas pareil. Donc en fait, qu'est-ce que toi, enfin comment tu fais du coup pour que les gens, donc les personnes qui restent et les personnes qui partent, acceptent ce départ? Alors déjà, je suis bienveillante avec eux. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la peur de la mort, ça vient surtout le fait que la personne qui va partir, qui va mourir, ça nous reflète au fait que nous aussi on va mourir. Et en fait, la personne du coup a basé, j'ai pas envie de ça en fait. Oui. Donc, je sais pas comment expliquer. C'est humain, c'est l'ego. C'est ça. Ouais. L'ego pur. Non, je ne veux pas mourir quoi. Mais en fait, faut lâcher prise. Ça surtout que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est lâcher prise. Vous savez que de toute façon, la vie ça a une fin. La vie a une fin. Oui. Du corps. Oui. mais c'est juste un passage en fait. Les personnes ont souvent peur de souffrir. Moi, j'ai peur de souffrir. J'ai pas peur de la mort. Pas du tout. Moi, d'ailleurs, du coup, je sais ce qui se passe et tout après. Mais j'ai vraiment peur de souffrir. Je veux juste pas souffrir. C'est tout. Et limite que les autres personnes qui sont avec moi, qui sont attachées à moi, ne souffrent pas. Ma fille, par exemple, et tout. C'est pour ça que du coup, les personnes en fin de vie, ils résistent le plus possible, en fait, et vraiment, ils peuvent plus, ils lâchent. Mais ce qui les fait tenir, c'est surtout la peur des personnes qui restent, en fait. C'est vrai. Hein. Moi, je vois un petit peu dans mon travail quand je parle à certains, quand je parle en fait aux personnes qui sont en fin de vie. C'est vrai que le mot, souvent, j'ai peur d'avoir mal. C'est ça qui revient souvent en fait. Hein. C'est pas le après, ni le fait de prendre conscience, parce que ça ils l'ont pris conscience, mais c'est plus le côté en fait j'ai peur d'avoir mal. Et ça, je pense, c'est parce que on a tellement vu que dès la naissance, l'être humain et on a mal dans notre parcours de vie. On sait c'est quoi, on sait c'est quoi la douleur. Il y a différentes façons de souffrir. Il y a le mal pur en fait, le fait que quand on tombe par terre, qu'on s'écorche le genou. Il y a aussi la souffrance aussi intérieure qui fait beaucoup mal aussi, mais qu'on verra pas forcément, mais qui a des répercussions en fait assez dévastatrices sur notre façon après de vivre notre vie. Mais il y a cette la souffrance finalement de la fin de vie quand on va partir, c'est la douleur. On peut pas on peut pas comment dire mettre une main dessus. On peut pas en fait finalement la palper. C'est inconnu finalement. C'est quelle douleur. C'est ça en fait qui. Il y a la douleur physique, mais aussi la douleur mentale, psychologique. Et je vais peut-être revenir un peu ce que tu as dit, c'est que quand on meurt, potentiellement, on peut avoir des douleurs, mais la naissance. Oui. La naissance, c'est douloureux. C'est douloureux, oui. L'enfant, il pleure quand il naît, c'est ça pour rien. Oui. C'est que tes poumons, il s'ouvre et tout, mais ça lui fait mal, en fait. Et on est tout content parce qu'il pleure, mais au final, il a mal, en fait. Mais la mort, en fait, c'est une naissance, c'est une dernière, enfin, une autre naissance. C'est tout. C'est la naissance de l'âme. D'accord. C'est beau. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. La naissance de l'âme. Il y a la naissance du corps physique, et plus tard, il y a la naissance de l'âme. Et comme on peut le voir et tout, les personnes âgées, ils redeviennent des enfants. En fait. Oui, totalement. Oui. On l'aide pour la toilette, comme on peut aider un enfant pour la laver, et on l'aide pour la nourrir comme un enfant. On l'aide pour, il y a des protections, donc voilà, comme un enfant. Oui, c'est un cycle de vie. C'est ça. On apprend à marcher. Et finalement, en fait, arrivé à un âge, pour ceux qui ont pu cette facilité, en fait, ils sont aidés pour marcher.
ils sont aidés pour marcher, comme tu le disais, hein, très bien, l'aide à la toilette, bébé, on nous aide pour nous laver, arriver à un âge où on est aidé pour être lavé, on est aidé aussi pour s'alimenter. Oui, donc c'est en fait c'est le cycle de la vie. Donc la naissance finalement fait partie aussi de la mort, mais différemment. C'est ça. Et donc la souffrance, comme tu l'as très bien dit, d'ailleurs je trouve que ton image est super, elle est vraie. C'est vrai que quand on vient au monde, on pleure. C'est le fait d'avoir l'air qui rentre dans les poumons qui nous font en fait pousser un cri. Et nous, en tant que maman, on s'extasie parce qu'on se dit waouh, finalement c'est un signe aussi de vie. C'est un signe de vie. Le fait qu'il pleure, c'est qu'en fait tout va bien et que voilà. Et c'est vrai que c'est une très belle image en fait que tu as donnée et je trouve que ça me parle beaucoup. Autant j'avais compris en fait vraiment le côté que j'avais pas, en fait, j'ai jamais pensé en fait à relier la douleur aussi à la naissance. Tu vois, moi j'ai pensé plus le côté où nous, quand on mettait nos enfants au monde, on peut avoir mal en accouchant, mais pas le côté de l'être qui vient au monde. Aussi, oui. Ouais. Et je trouve ça super. Et du coup, pour revenir à le café mortel, parce que moi ça me parle vachement. Enfin, je trouve ça déjà le mot est top. Franchement, c'est bien pour. Je trouve c'est vraiment. Je trouve c'est intéressant de mettre vraiment les vrais mots sur la pratique qu'on fait. Parfois, ça sert à rien en fait d'embellir les choses en fait. Hein. Faut, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, partir, s'en aller. Non, il est mort. C'est vrai que ça peut faire. Ça, les gens. Après, en fait, les gens quand ils entendent le mot mort, je le vois. On est crispé. Bah oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On le vit des fois. Enfin, on le connaît pas. La mort fait peur. Voilà, la mort, le mot mort fait peur parce que tu peux mettre différentes choses derrière la mort. Tu peux mettre la maladie, tu peux mettre plein de choses. Donc du coup, en fait, on n'arrive pas forcément quand on l'entend, on l'associe pas forcément à quelque chose en fait d'une fin. Point. Ouais, et puis c'est vrai. Et puis on peut voir effectivement, il y a différentes morts. Hein. Il y a la mort accidentelle, la mort maladie, mort suicide. Mon frère s'est suicidé en 2017. Donc ça, c'est limite. Enfin, pour ma part, je pense que c'est plus compliqué à vivre les suicides que enfin. Ouais, c'est quand même plus compliqué à vivre que les maladies en fait. Les maladies, on s'y prépare dans un sens. On s'y préparait tous les gens. On peut, ils peuvent justement se préparer avec nous les débuts à fin de vie. Mais les suicides, c'est paf, quoi. C'est radical. C'est on n'avait pas le temps. Bah non, il y a pas le temps. Donc voilà. Mais ouais. Enfin. Il y a plusieurs morts, du coup, c'est ça, et puis les personnes se disent, mais moi, je vais mourir comment, en fait? Ça, c'est toute la question de la vie. C'est ça. Je pense que si on s'est pas posé la question pour savoir pourquoi, déjà, si, on se pose, et je pense que la plupart des personnes ont pu se poser la question, pourquoi je suis en vie? Pourquoi c'est moi qui suis en vie? C'est une question assez existentielle, hein. On se demande, mais pourquoi, et pourquoi pas? Et en fait, je pense que c'est pareil, la mort, on se dit, mais comment je vais mourir? Même si on peut pas contrôler l'existence même de cette vie. On peut contrôler nos habitudes, certaines choses qu'on peut faire dans nos quotidiens qui peuvent nous amener justement à faire des bons choix ou pas, mais on peut pas en fait contrôler finalement en fait la fin de notre existence, la fin de notre vie en fait. Et c'est ça qui fait peur, je pense aussi. C'est le fait de savoir quand. Mais je pense que si on savait quand, est-ce que ce serait pas, ce serait pas plus dangereux en fait finalement en fait, ça fait encore plus peur de savoir quand. Je pense à un film dans ma tête d'un coup, mais savoir notre date de fin. Ça me rappelle un film. Oui, sur ça. Et oui, je sais plus c'est quel film, mais il y a peut-être pour venir. Qui mettait les dates et tout des morts sur le portable et tout, et puis il y en a un qui disait, ah, regardez, moi je le pense. C'est ça, voilà. Puis il essaie de mourir et en fait il meurt pas. Non, mais c'est aussi flippant finalement. Ouais. C'est flippant. Parce que est-ce qu'on vivrait bien? Non, je pense pas. Non, non, parce que on aurait justement la fin. La date de la fin, mais du coup on vivrait pas vraiment en fait. Et là du coup ma question va rebondir sur quand tu accompagnes des personnes en fin de vie qui savent il y a un pronostic de mis en place, une personne qui a une maladie, voilà, le médecin va lui dire il vous reste tant de temps sans savoir la date exacte, mais par rapport à la durée, comment tu vas du coup les approcher ces personnes-là, parce que finalement elles sont en fin de vie, mais elles connaissent plus ou moins en fait leur fin proche. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 étapes du deuil, et même
pour une personne en fin de vie, hein. Il va passer par le déni, par la colère, le marchandisage, l'acceptation, je crois, l'acceptation. Et puis le cinquième, c'est quoi? Il y a 5 étapes. Très important. J'en oublie toujours un. Mais bon, il y a le déni, la colère, le marchandisage. Bref, ça va te revenir. Ça m'énerve. À chaque fois, je loupe le cinquième. Mais voilà, ça passe toujours par ces 5 étapes. Et on doit être là pour les 5 étapes, en fait. On est là pour les 5 étapes. Et dans mon métier, j'arrive à les analyser. D'accord. Je sais après dans quelle étape il est. Et je peux orienter la séance par rapport à ça aussi. Donc en fait, la personne qui va savoir en fait qu'il lui reste très peu de temps à cause de cette maladie, oui, et elle va savoir, donc elle va être en deuil d'elle-même, en fait, elle va être en deuil par rapport à ça. Elle va avoir du mal à accepter le fait qu'elle va mourir. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ça. Mais oui, du coup, mon travail, c'est de lui faire accepter tout dans son chemin de vie. L'irrévocable, forcément, la mort. Ça, dans mon métier, il y a j'ai plusieurs casquettes. On va dire. Je vais être médiateur parce que du coup, la famille, ils ont du mal à parler. Ou alors, il y a des conflits avec la famille. Ou alors, ils se sont pas vus, pas parlé depuis des années et tout. Et la personne en fin de vie a besoin de ça pour partir. Donc, je vais être là pour médiatiser tout ça. Je suis là aussi pour le après, parce que du coup, les personnes en deuil, je suis là pour eux. Je suis là aussi pour les veillées mortuaires. Donc, je vais être là pour accompagner la famille à à préparer la veillée. Je suis là toujours avec eux matin et soir, hein, nuit aussi, je peux, pour les soutenir, voilà, pour que tout se passe bien en fait, et le plus beau possible. Même si la mort c'est triste, la mort c'est on voit ça souvent d'un côté sombre, mais non. Pour moi, alors ouais, je serais pour moi, la mort, c'est libératrice. Parce que la personne qui est morte, elle a plus mal. Mais on peut dire aussi que les personnes qui ont perdu un proche, alors attention, je vais me faire avoir des foudres et tout, mais t'inquiète pas. Non, mais si on réfléchit, il se passe toujours quelque chose après dans la vie de la personne qui a perdu quelqu'un de positif. La mort d'une personne peut engendrer des choses positives. Par exemple, faire du grand ménage dans nos relations en fait. Même une réflexion sur sa vie. Dire mince, du coup, je vais peut-être plutôt m'orienter comme par exemple, je sais pas, moi changer de métier par exemple. Enfin voilà, il y a plein de choses qui fait que la mort est libératrice. C'est vrai que tu as raison parce que moi je connais des personnes qui ont perdu quelqu'un de proche et d'un coup ils sont mis à voyager. Voilà, par exemple. Voyager. Ou alors tu avais des personnes qui ont entrepris en fait de construire leur propre maison. Et tu as raison, et ça peut très bien jouer sur autant la mort que la maladie. Quand t'apprends, je pense, après je sais pas, mais je connais par rapport à des gens qui ont appris une maladie, d'un coup ils ont voulu changer de travail parce que ils se sont dit mince, ça m'atteint aujourd'hui. Je me dis mais en fait qui je suis? Est-ce que la vie aujourd'hui que j'ai me convient? Parce que finalement quand j'allais bien, je me posais pas de questions. Mais maintenant que j'ai un problème, j'ai un problème de santé ou autre chose, mais je sais que là je prends conscience de l'existence de ma vie, mais non, je vais faire ce qui me plaît. Et t'as raison finalement en fait, et du coup on rejoint encore le côté par rapport à ton projet La vie pour la vie, si je me trompe pas, si je me trompe c'est ça, la vie pour la vie. Et ben en fait finalement en fait, il y a toujours des changements avant et après. Et après. Et peu importe qui reste et qui est parti et qui part.
Mais ouais, c'est vrai que ce que tu dis, même la maladie, parce qu'il y a pas une personne qui a fait un AVC. Elle a une chance sur deux de mourir. Quand elle meurt pas, il y a un déclic et tout, elle change des choses dans sa vie. Et elle est plus vivante quand même que avant en fait. Parce que justement, elle sait que elle a failli mourir, donc elle se dit ah ouais, c'est vrai que du coup j'ai un délai quand même, donc j'ai peut-être profité de la vie. C'est ça. Et c'est du coup voilà, il y a du voyage, il y a des projets d'habitation, des projets de voiture, j'en sais rien, mais il y a des projets. Alors que si on connaissait la date de notre mort, par exemple, est-ce qu'on ferait vraiment ce genre de projet? Je pense pas, non. Je pense pas. Ou alors peut-être que on les ferait, mais sans vraiment. Je sais pas. C'est une question qui est. Je vais réfléchir à cette question-là en fait. Non, mais c'est vrai parce que est-ce que si je connaissais la fin de ma vie, donc la date, est-ce que je ferais les choses de cette façon-là? Mais est-ce qu'on n'aurait pas peur aussi justement de dire oups, demain c'est moi, non, c'est moi qui meurs en fait. Donc, non, en fait la vie est bien faite, hein. On ne sait pas, on ne sait pas. On vit et tout. C'est ça, exactement. On vit les choses qu'on doit vivre en fait. C'est ça. Les bonnes choses comme les mauvaises, mais même les mauvaises choses qu'on peut vivre et tout, ça fait totalement une leçon en fait. Totalement. On apprend. On apprend sur nous. Ouais. Et on grandit. Et on grandit. Moi, ce matin, j'ai été voir une dame, justement, je te disais qu'elle atteint de maladie d'Alzheimer. Et donc, elle me disait, pareil, elle a vécu des choses dans sa vie assez compliquées. Et elle me disait, mais ça a fait pour moi un bon socle, finalement. Parce qu'elle me dit, le moindre vent qu'il va avoir, elle est toujours ancrée sur ses deux pieds. Et j'ai dit, mais c'est dingue, parce que j'ai croisé beaucoup de gens dans ma vie, et j'en croise encore, qui ont un parcours qui ont un parcours assez compliqué, et malgré tout aujourd'hui, mais ils sont encore debout et encore plus solides. C'est un peu comme si on nous préparait, comme si on se préparait un petit peu à le futur ouragan, tu vois. C'est un peu en fait une sorte de prévention qu'on s'est fait nous-mêmes en disant j'ai vécu le pire. Je sais que demain ça peut m'arriver encore. Maintenant je suis encore beaucoup plus forte que je l'ai été. C'est ça. C'est ça. Et ça fait de nous des femmes fortes, des guerrières, des guerrières. Les femmes, c'est des guerrières. C'est ça. Moi, je vais poser une question que je pose à tout le monde. Une question qui est assez introspective. Donc, Jennifer, aujourd'hui, donc tu as créé donc ton projet d'accompagnement de vie, de fin de vie, pardon, qui est donc la vie pour la vie. C'est un très beau projet parce que tu es une belle personne. Je sais de par où tu es passée. Donc voilà. Et je vais te poser la question, si demain, tu avais l'occasion de parler à la petite Jennifer, que lui dirais-tu aujourd'hui? Ça, c'est une question à 1 million. Je lui dirais accroche-toi. Parce que oui, tu veux en baver. Si tu veux grave en baver. Mais ça vaut le coup. Ok. Ça vaut le coup de vivre tout ça. Et peut-être sois plus méfiante. Voilà. Ok. Voilà, c'est ce que je lui dirais. Parce que oui, effectivement, la petite Jennifer elle était un peu naïve. Donc, justement, la vie lui a fait apprendre à être beaucoup moins naïve et tout, et à bien cerner. Et aujourd'hui, non, tu es qui tu es. Voilà. Et voilà. Par contre, voilà, en fait, j'ai vécu énormément de choses, mais moi, les personnes qui me connaissent et tout, je raconte tout ce qui s'est passé, ils m'ont dit, mais et t'es encore en vie? Bah oui, en fait, je suis encore en vie. T'es une battante, tu l'as dit tout à l'heure. T'es une guerrière. Voilà, c'est une guerrière. Je suis une guerrière. Et ben oui, en fait, du coup, j'apprends à vivre et tout, avec tout ce que j'ai vécu. Mais ça, c'est pas pour autant que j'ai perdu mon humanité. Ça se voit. D'ailleurs, j'aurais pu être aigrie et me refermer et tout. Ah, non. Non, t'as fait une force. Voilà. Une force et une bienveillance, en fait, auprès des personnes et du coup, finalement, en fait, toi, quand on disait tout à l'heure en off, que quand on vit des choses assez compliquées dans notre vie, c'est vrai qu'on a deux façons d'être. On peut soit s'apitoyer ou alors rester vraiment dedans en fait, sombrer. Et il y a des gens comme toi qui vont avoir cette force profonde. On ne sait pas d'où ça vient, mais elle est là.
et qui en fait va te propulser vraiment vers des bonnes choses et qui te donnera toujours en fait des bons appuis, qui va te permettre dans ta vie après de créer des belles choses comme la vie pour la vie, de rencontrer des belles personnes qui te à ton image. Et en fait, quand on a cette essence de force, on peut faire que des belles choses. Et moi, je trouve ça vraiment fantastique. Et dans la vie, il n'y a pas de hasard. Non, c'est vrai. Si t'es là et je suis là, c'est pas pour rien. En tout cas, moi, je te dis un grand merci d'être venu. Mais avec grand plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, si tu peux redire pour le café mortel. Oui, alors, mon café mortel, c'est le samedi 13 juin, donc samedi là, et le dimanche 28 juin. Alors, pour l'adresse, veuillez me contacter. Je mettrai dans la description. Voilà, avec mon numéro de téléphone, hein, je te le donnerai du coup. Bah non, je crois que j'ai déjà. Ah ok, bah voilà. Mais elle le mettra sur YouTube, mon numéro de téléphone, contactez-moi. Voilà. Bon, après, il y a une participation obligatoire, libre, attention, libre, mais obligatoire, parce que c'est pour faire vivre l'entreprise. C'est tout à fait normal. Voilà. Je peux pas faire ça gratuitement, malheureusement. Mais bon, voilà, je suis là pour vous soutenir dans toutes les domaines de votre vie. Il y a les deuils d'une personne, mais il y a aussi, attention, les deuils d'animaux, deuil d'une relation, deuil d'organes aussi, ou de sens, parce qu'il y en a, ils peuvent devenir aveugles. Par exemple, perdre une jambe, c'est compliqué pour une personne de vivre ça. C'est un deuil. Effectivement, bah donc je suis là aussi pour aider ces personnes à traverser ce chemin. Ok. Et donc du coup, pour le café mortel, ça va être sur le thème de la peur de la mort, la grande peur que tout le monde a, et du coup l'euthanasie et le suicide assisté en France. Eh ben c'est génial. Moi je vous conseille vraiment, donc c'est à Auray. Hein. Ah ouais. Ok. Moi je conseille vraiment aux gens en fait, d'aller faire un tour au café mortel de Jennifer. Parce que il y a toujours un petit pas. En fait, même si ça peut paraître pour certaines personnes en fait loin parce qu'on dit ça ne me concerne pas, mais on connaît toujours quelqu'un qui peut être concerné par cet accompagnement. Et je trouve vraiment important en fait de rencontrer Jennifer qui va vous expliquer et va vous aider justement à appréhender en fait moi je dirais ce passage. Ce passage, exactement. Vers la fin de la vie. Et ben moi je vous dis merci à toutes et à tous et merci à toi Jennifer d'être venue. Merci beaucoup. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine interview. Ce sera la semaine prochaine avec Nathalie. Et à bientôt peut-être.